Face à la presse hier dans le bureau ovale, Donald Trump a sorti les griffes pour défendre son ami le prince saoudien Mohammed Ben Salman, interpellé par une journaliste. Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. Why should Americans trust you? Who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. You're mentioning somebody that was extremely controversial. Things happen, but he knew nothing about it. And we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest. Un invité qui a toujours nié toute implication dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Exilé aux États-Unis, l'éditorialiste a disparu le 2 octobre 2018 dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul. Des écoutes des renseignements turcs ont révélé qu'il y a été assassiné et démembré par des agents venus d'Arabie saoudite. Complaisance ou pragmatisme? 7 ans plus tard, Donald Trump réhabilite publiquement le prince saoudien avec qui il a conclu d'importants accords. Promesse de vente d'avions de combat à Riyad, coopération renforcée dans le domaine de l'énergie nucléaire civile et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui est un jour spécial. La coopération économique entre l'Arabie saoudite et les États-Unis d'Amérique est désormais plus vaste et plus large dans de nombreux domaines. Mais sur le plan diplomatique, Donald Trump n'a pas réussi à convaincre Riyad de rejoindre les accords d'Abraham sur la normalisation des relations entre pays arabes et Israël. Depuis des mois, le Royaume pose ses conditions. Cette normalisation ne peut se faire qu'à travers la création d'un État palestinien. Notre position n'a jamais changé. Alors, entre réhabilitation et business, jusqu'où peut aller la complicité entre Donald Trump et Mohammed Ben Salman? Peuvent-ils parvenir à un deal pour la paix au Proche-Orient? Nos 3 invités pour évoquer ces questions. Bertrand Besancenot, bonsoir monsieur. Vous avez été ambassadeur de France au Qatar de 1998 à 2002, puis en Arabie Saoudite précisément de 2007 à 2016. J'ajoute que vous supervisez les dossiers concernant les pays du Golfe pour un cabinet qui s'appelle NSI, dossier de conseil et accompagnement aux entreprises, notamment en Arabie Saoudite. Et vous estimez que Mohammed Ben Salman et Donald Trump partagent de nombreux objectifs communs. Cependant, ajoutez-vous, l'Arabie Saoudite s'émancipe de ce qu'était la tutelle traditionnelle américaine pour défendre ses propres positions. À côté de vous, Hasni Abidi, politologue, spécialiste du monde arabe, bonsoir. Vous avez dirigé le dernier ouvrage collectif Le Moyen-Orient selon Donald Trump aux éditions Éric Monnier. Et Hasni Abidi, vous estimez que c'est une romance qui est en train de démarrer d'une certaine façon entre les deux dirigeants, Ben Salman et Trump. Tout comme Donald Trump, Ben Salman maîtrise très bien l'art du deal. Leur objectif, à tous les deux, c'est de créer un environnement propice aux affaires au Moyen-Orient. Et Patricia Alémonière, bonsoir, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Selon vous, l'Arabie Saoudite n'est pas dans le camp des Occidentaux, elle parle à tout le monde, elle se tourne vers ceux qui offrent le plus. Ben Salman est pragmatique, veut réussir la transition de son pays vers le 21e siècle et il veut avoir accès à la technologie américaine, entre autres. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour, oui, Benjamin. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman donc promet 1000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, comme Donald Trump le réclamait, au-delà donc des 600 milliards avancés en mai dernier. Un chiffre astronomique, mais au contour très flou pour l'instant. Mais tout de même, Hasni Abidi, 1000 milliards de dollars d'investissement, c'est le prix en quelque sorte de la réhabilitation diplomatique de MBS par Donald Trump? La réhabilitation a été déjà en marche, mais il fallait un petit peu concrétiser en quelque sorte cette relation. Il faut rappeler que les 600 milliards promis lors de la première visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, Washington se plaint parce que les Saoudiens n'ont pas versé un centime, parce qu'ils veulent d'abord les projets. C'est cette visite qui va concrétiser les 1000 milliards, mais selon plusieurs étapes. Est-ce qu'il a été réhabilité? C'est un retour en grâce spectaculaire. La cérémonie montre que Donald Trump voulait montrer d'abord aux Saoudiens, aux Américains, mais aussi à la communauté internationale, qu'aujourd'hui, la relation entre les deux pays, elle est au beau fixe. Bertrand Besancenot, comment le grand diplomate que vous êtes et qui connaissait si bien les arcanes du Moyen-Orient décrypter les images qu'on a vues où Donald Trump évoque Khashoggi comme un personnage controversé et fait ce cadeau à Mohammed Ben Salman de quasiment dire il est hors de question de mettre en cause mon ami Ben Salman. Comment ça a l'air d'avoir même surpris les Saoudiens, peut-être même Ben Salman lui-même.
Oh, je ne suis pas sûr, parce que pour les Saoudiens, c'est une affaire du passé, si je puis dire, qui n'est jamais évoquée en Arabie Saoudite même. S'agissant de la réhabilitation, il ne faut jamais oublier que le prince avait de mauvaises relations avec l'administration Biden, alors qu'au contraire, il a d'excellentes relations avec l'administration Trump. Donc, si vous voulez, c'est un non-sujet entre eux, et on peut dire que de toute façon, le président Trump ne s'intéresse pas beaucoup à la question des droits de l'homme, de toute façon. Bon. Donc, la question, à mon avis, ne se pose pas sérieusement, et la réaction du président Trump n'est pas la première fois qu'il le dit. On sait très bien que le prince héritier a dit ouvertement qu'il assumait la responsabilité puisqu'il était dirigeant, mais qu'il n'avait pas donné l'ordre. Et effectivement, il n'y a pas de pistolet avec la fumée. Bon. Donc, si vous voulez, on est dans un cas de figure où, effectivement, pour les opinions publiques occidentales, l'affaire Khashoggi reste quelque chose qui est bien entendu dans les mémoires. En revanche, dans la réalité des rapports entre États, et notamment entre ces deux pays, où on peut dire que ni le président Trump ni le prince héritier ont des gens qui ont un affect particulier. Donc je crois que ce sont des adultes consentants. Enfin, on parle d'affect, mais Patricia Lémonière, tout le monde se dispute la bienveillance de MBS. Il était accueilli en grande pompe également à l'Élysée il y a 1 an à peine. Oui, alors pour répondre à votre question, je vais repasser par cette amitié entre Trump et MBS. Elle est ancienne. Chaque fois, Donald Trump fait son premier voyage à l'étranger en passant par l'Arabie Saoudite. Trump 1, Trump 2. Chaque mandat. Chaque mandat. Qu'est-ce qu'ils partagent ensemble? Ils partagent une même vision du monde. Une vision transactionnelle, sans état d'âme. Demain, le prince saoudien signerait les fameux accords d'Abraham, dont on va sûrement reparler, cette espèce de grand projet trumpien de communauté économique moyen-orientale avec Israël et l'Arabie saoudite. Il signerait sans problème. Oui. Simplement, là, il est un peu embêté parce que sa population ne le suivrait pas. Mais ce sont donc des hommes pragmatiques, des hommes qui n'ont aucun état d'âme et... Simplement, à l'inverse de Donald Trump, qui a besoin du Proche-Orient, beaucoup plus qu'on ne le pense pour faire ses deals et ses affaires, MBS, lui, eh bien, il est prêt à acheter, à marcher avec tous ces... D'où ces rencontres avec Emmanuel Macron aussi, qui est le courtice 2022-2023. D'où l'accueil avec tapis rouge qu'il fait avec Xi Jinping aux Chinois, d'où ces visites à Moscou, enfin, d'où les accueils pour les Russes, et aussi d'où sa réconciliation, entre guillemets, avec les Iraniens. Alors c'est vrai qu'en même temps, on se pose la question, vous le disiez, que ce sont deux businessmen qui sont visiblement à ce niveau faits pour s'entendre, parce que pour eux, pour les deux parties, c'est d'abord des intérêts économiques qui sont majeurs. Oui, ils sont très importants et je dirais que Mohamed Ben Salman n'est pas du tout intéressé par jouer un rôle extraordinaire sur la scène internationale. Il a mûri depuis sa première visite. Il sait que s'occuper des dossiers internationaux, c'est tout de même un coût très important sur la stabilité de son pays. C'est pourquoi il mise sur la technologie, sur l'intelligence artificielle. Il veut vraiment que son pays diversifie ses ressources. Il est allé chercher des puces, c'est ça qu'il veut avoir aux États-Unis. Des puces interdites à d'autres pays. Oui. C'est ça qui est important. Lesquels Par exemple, tout ce qui est électronique, etc., le semi-conducteur américain, il veut que l'Arabie Saoudite abrite des usines sur place. Donc on sait que les Israéliens sont mitigés et certains Américains, ils ont dit attention, on s'approche un petit peu de la Chine. Donc il veut vraiment diversifier et il sait que le coût finalement de stabilité est très important. MBS a des projets importants. Il n'est toujours pas roi. Il l'aimerait bien. Son père est roi, c'est ça, rappelez-le, c'est son père, lui. Le roi Salman, il a quand même eu droit à une cérémonie digne d'un roi. Il veut sécuriser son intronisation, il veut sécuriser ses projets, c'est très important. Expo universelle, 2030, la Coupe du Monde, 2034, où tout le monde a voté pour lui, et bien sûr l'application de cette vision 2030. Tous les projets de MBS passent par un seul chemin. C'est la stabilité et la sécurité d'Argile. Ça veut dire aucun missile et aucun conflit dans la région. Sinon, qui c'est qui va aller en Arabie Saoudite? Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna les projets, notamment immobiliers, de Dar Global et de la Trump Organization. Oui, une relation basée sur le business, on va le voir. La veille de la rencontre entre Donald Trump et MBS à Washington, le promoteur immobilier saoudien Dar Global a annoncé un nouveau deal aux Maldives avec la Trump Organization, qui, je le rappelle, est dirigée par les fils Trump, Donald Jr. et Eric. Alors, il est
Il est question d'y construire là-bas donc un resort de luxe sous la marque Trump International. Mais ce n'est pas tout. Depuis l'élection de Trump, au moins 4 projets immobiliers ont été annoncés en Arabie Saoudite entre la Trump Organization et Dar Global. Il y a ce giga-complexe d'hôtels, de commerces, de bureaux avec un grand parc type Central Park à hauteur de 63 milliards d'euros dans la ville historique de Daria où Donald Trump s'était d'ailleurs rendu lors de sa visite dans les pays du Golfe au mois de mai. On voit la photo ici. Et puis il y a aussi cette nouvelle tour baptisée Trump Plaza à 1 milliard de dollars dans la ville côtière de Jeddah. Ce sera donc la 2e tour après la Trump Tower qui avait été annoncée en décembre 2024. Et il faut savoir qu'à chaque fois que la marque Trump est accolée à un projet, eh bien ça génère des droits de licence. Et l'année dernière, Dar Global a versé près de 22 millions de dollars à la Trump Organization, dont une partie revient directement au président lui-même, selon le New York Times. Bertrand Besancenot, est-ce que quand même il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts ? Écoutez, il a répondu lui-même parce qu'on lui a posé la question, comme vous pouvez l'imaginer. Des vilains journalistes. Lorsqu'en réalité il avait fait sa visite officielle dans le Golfe, effectivement, il avait cité toute une série de contrats, mais sans rentrer dans le détail. En revanche, effectivement, les gens avaient un peu regardé et s'étaient rendu compte qu'une partie des contrats, et notamment les contrats immobiliers, eh bien, ceux que vous avez cités d'ailleurs, eh bien, se faisaient avec le holding Trump. Bon. Donc, encore une fois, dans cette partie du monde, si vous voulez, il n'y a pas la même séparation qui existe chez nous entre les affaires et les affaires d'État, entre guillemets. Et donc, ça paraît assez normal. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis aussi, c'est ça qui nous étonne tous. Donc, ça ne choque personne, ni aux États-Unis, ni dans le Golfe. Bon. Donc, alors, effectivement, ça ne correspond pas tout à fait à nos critères, mais c'est une réalité. Donc, on le sait, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu, justement, cette espèce d'amalgame entre les affaires et les affaires d'État. Mais donc, Patricia Lémonière, aujourd'hui, diplomatie et business, c'est absolument indissociable. Pour ces 2 pays-là. Aux yeux de Donald Trump, ça l'est. Witkoff l'a répété. Steve Witkoff, qui est son conseiller, etc. Jared Kushner a répondu exactement à ces mêmes questions en disant il n'y a absolument aucun conflit d'intérêts, aucun rapport vis-à-vis familiaux qui pourrait poser problème. Mais dans ce business actuel, on comprend qu'effectivement, le prince saoudien, lui, c'est pas facile en ce moment pour lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pense que les fameux 1000 milliards, je pense qu'ils n'arriveront jamais aux États-Unis. Déjà, Trump 1, il avait promesse d'investissement, c'est ça, la promesse d'investissement. Trump 1, il avait déjà promis, le prince saoudien, plus de 450 milliards. Je crois qu'il y en a que 150 qui ont été au final investis. Donc, entre les promesses... Mais ce que Trump aime, c'est les annonces, c'est les chiffres. C'est pour se glorifier de ramener autant d'argent aux États-Unis. Mais là, si vous voulez, je pense qu'effectivement, les 1000 milliards ne seront pas investis, d'autant que le prince fait face à quand même des difficultés financières. Le dollar n'est pas du tout au prix qu'il devrait être pour financer les méga projets qu'il y a en Arabie Saoudite. Le dollar devrait être à 110 dollars le baril, alors qu'il tourne autour de 60 et parfois en dessous. Oui, le pétrole. Le pétrole, le dollar, oui, le baril de pétrole. Oui, 2 rapides réactions. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Patricia. Il ne faut quand même pas oublier une chose, le PIB de l'Arabie Saoudite est à peu près de 1000 milliards. Donc, s'imaginer que l'Arabie Saoudite va investir 1000 milliards aux États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent de son PIB annuel, naturellement, est une vue de l'esprit. Bon, cela étant, donc ça a été rappelé, lors de la première visite, il n'y a qu'une partie qui a été réalisée, et je sais que en Arabie Saoudite, ils ont pris l'habitude, le prince héritier a appris depuis sa prise de fonction, et donc il sait très bien ce qu'il faut dire au président, il le fait, il le dit, ça ne veut pas dire naturellement que ceci sera réalisé, et il y a peu de chance. Pour le moment, les Saoudiens investissent d'abord chez eux. J'aimerais dire qu'il y a une double entorse. Une double entorse. Hier soir, on a assisté à vraiment une démocratie qui est abîmée. D'abord, la journaliste qui pose des questions importantes sur Jamal Khashoggi et sur justement ce mélange de genre, conflit d'intérêts manifeste. Il n'y a rien à dire là-dessus. Fake news. Et donc, ça veut dire qu'on est en train d'abîmer comme un pouvoir important, le pouvoir des médias, des journalistes. Et c'est scandaleux. En revanche,
on est allé très loin, puisque l'émir du Qatar a offert un avion. Donc il n'y a pas plus que ça. C'est un conflit d'intérêts. C'est proche de corruption passive à Donald Trump. C'est-à-dire, Donald Trump, s'il n'était pas président, est-ce qu'il aurait eu les mêmes avantages pour, justement, avec Dar Global? Impossible. Et donc, ça, c'est important, c'est qu'il y a un usage financier qui se fait. Certes, il a une diplomatie transactionnelle commerciale. On comprend dans les pays du Golfe, les princes, les émirs et les rois, le pays leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Mais les États-Unis, c'est un État démocratique. Il y a une séparation de pouvoir et c'est un élément très intéressant. D'ailleurs, les démocrates le disent, c'est dangereux. Et alors, pour séduire MBS et dealer avec lui, Donald Trump est prêt même à augmenter l'arsenal militaire de Riyad, quitte à fâcher son autre grand allié israélien. Écoutez le président américain à nouveau. A deal. They're going to purchase F-35s. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. Are these the same ones that are being used by the Israeli military? I think it's going to be pretty similar. Yeah. How will that This is a great ally, and Israel's a great ally. And I know they'd like you to get planes of reduced caliber. I don't think that makes you too happy. I think they are both at a level where they should get top of the line. Top of the line. Des F-35 sont bien sûr des avions de combat, Patricia Lemonia, parce qu'il faut bien rappeler qu'en fait l'Arabie Saoudite a besoin d'être soutenue dans sa défense. Elle n'est rien seule aujourd'hui. La sécurité en théorie saoudienne est assurée depuis pratiquement une trentaine d'années après sa création. Souvenez-vous de cette rencontre entre le roi saoudien et Roosevelt, Theodore Roosevelt, qui revenait en 1945 de Yalta. C'est à partir de là, dit la légende, que les Américains ont assuré, garanti la sécurité de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont, et je serai brève, sont revenus un peu sur cette garantie quand ils ont reçu des missiles et des drones sur leurs installations pétrolières en 2018. Sans intervention des Américains. Sans intervention américaine. Donc là, ils ont besoin ils veulent ces F-35 dans leur rapport aussi avec Israël, mais il faut pour les F-35 que le vote soit à la Chambre. Et là, donc, c'est pas encore totalement garanti. On peut leur dire oui, d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait un vote derrière. Ouais. Hassan Abidi, derrière, il faut que les accords d'Abraham soient signés. C'est en tous les cas aussi transactionnel. C'est ce que demande Donald Trump à Mohamed Ben Salman. Rappelons que ces accords d'Abraham, c'est la reconnaissance d'Israël demandée par le président américain pour une coopération économique dans le cadre d'une pacification de la région. Les deux dirigeants ont réussi une prouesse diplomatique, c'est dissocier la vente des F-35 de la normalisation, de processus de normalisation. Mieux encore, on avait entendu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères qui parle de la solution à deux États, d'ailleurs, qui a été reprise par le président Macron. Aujourd'hui, les Saoudiens se contentent plutôt d'un processus, c'est-à-dire un processus qui déboucherait sur l'État palestinien. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas signer les accords d'Abraham pour l'instant. Un processus de paix, parce qu'ils ont quand même une audience. Il y a une rue saoudienne qui est acquise à la cause palestinienne, et donc ça deviendrait très grave. Donald Trump, il n'a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire, lui, pour vendre ses avions, il est prêt, et le processus attendra. Cela dit, les Israéliens ne sont pas très mécontents de la relation avec l'Arabie Saoudite. Les avions israéliens peuvent traverser l'espace aérien, et l'Arabie Saoudite a montré une grande bienveillance. Tous les sommets organisés, l'Arabie Saoudite a plutôt calmé le jeu, et donc Israël ne peut pas demander mieux. Sur cette question des accords arabes. Oui, mais c'est-à-dire, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'initiative arabe de paix qui date de 2002 est une initiative saoudienne au point de départ. Donc la reconnaissance d'Israël est quelque chose qui est prévu de toute façon, mais à certaines conditions. Donc la position saoudienne, il faut lui reconnaître, a une parfaite constance, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas un État, enfin en tout cas... Une reconnaissance. Un processus menant à la reconnaissance de l'État palestinien, il ne peut pas y avoir un État d'Israël. Ça pourrait influencer Donald Trump ou pas, puisqu'il est transactionnel, ce président américain. Oui, est-ce qu'il pourrait être sensible aux arguments de MBS? Il y a deux choses qui l'intéressent, le président Trump. La première, c'est de faire du business, on en a parlé. Et la deuxième, c'est d'être fait prix Nobel de la paix. Mais pour être prix Nobel de la paix, il faut qu'il y ait effectivement l'extension des accords d'Abraham. Et les Saoudiens ont parfaitement compris, ce sont de très bons négociateurs. Ils ont très bien compris que là, ils avaient une carte à jouer, ils la jouent. Mais le retour, sauf que le plan arabe de 2002, il parle de retour au 67. Et on est très loin du retour des 67. Exactement, de 1967. Aujourd'hui, nous assistons à une annexion rampante de la Cisjordanie. Donc Alors, c'est une autre histoire dans le cadre de notre débat ce soir. Alors, une archive, justement, pour passer à un autre sujet. Trump n'est pas le seul à faire les yeux doux à Mohamed Ben Salman. En décembre 2022, vous le savez bien mieux que nous, Xi Jinping faisait le voyage à Riyad pour y rencontrer le prince héritier. Regardez.
Xi Jinping à son arrivée à Riyad, accueilli par des avions de chasse de l'armée saoudienne aux couleurs de la République populaire de Chine. L'Arabie saoudite a sorti le grand jeu pour le président chinois, reçu en majesté par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Avec à la clé la signature d'une série d'accords économiques pour une somme globale colossale de 28 milliards d'euros. La proximité affichée de Mohammed Ben Salman avec Xi Jinping, le grand rival des Américains. Un nouveau coup de canif dans la relation déjà abîmée entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Patricia Limoner, on voit que l'Arabie saoudite joue aussi la carte chinoise, ce qui peut-être aussi peut aiguiser les appétits américains dans une cas d'une rivalité entre la Chine et les États-Unis. On est dans un monde où on n'est plus bipolaire et donc les États émergents, parce que l'Arabie saoudite fait partie des grands États émergents, eh bien, ont décidé de parler et commercer avec tout le monde. Si les Chinois peuvent leur offrir sur un plan nucléaire ce que les Américains ne veulent pas, ils vont aller faire avec les Américains. Ils vendent beaucoup de pétrole aux Chinois, il faut le rappeler aussi. Ils vendent beaucoup de pétrole aux Chinois. On a bien vu, rétropédalage des Américains, tac, ils sont prêts à signer un accord sur le nucléaire. On pourrait parler de l'accord stratégique avec le Pakistan, qui est très important, qui a été signé aussi. Donc, voilà, ils sont prêts à tout et c'est la tendance qui se passe au niveau de tous ces nouveaux pays qui deviennent des grands acteurs sur la scène internationale. Bertrand Besancenot, on était très surpris d'apprendre que le mandarin était la deuxième langue étrangère enseignée dans les collèges en Arabie saoudite, après l'anglais, le mandarin. Donc, avec une arrière-pensée commerciale, économique, de soft power. Bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, la Chine est, comme dans beaucoup d'autres cas, le premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite, c'est le premier acheteur de pétrole, c'est aussi, il y a une coopération extrêmement forte sur le plan technologique. Les Saoudiens sont intéressés par la technologie chinoise. Et puis, l'Arabie saoudite entend faire du plurialignement, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Indonésie. C'est-à-dire, ils tiennent à la fois à préserver un partenariat stratégique fort avec les États-Unis. Ils en ont besoin sur le plan sécuritaire et sur le plan technologique. Mais en même temps, ils ne veulent pas. Il y a une forme d'émancipation, il faut le reconnaître, qui est un phénomène d'ailleurs général. Et l'Arabie saoudite joue ses cartes. Alors, elle veut à la fois exploiter tous ses atouts à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne faut pas oublier, elle a adhéré à l'organisation de Shanghai. Sa coopération pétrolière avec la Russie dans le cadre de l'OPEP+, est une réalité. Et donc, elle joue ses cartes. Parce qu'elle prévoit aussi la fin du pétrole dans 60 ans. C'est ça qui est assez... qu'on sait peu. L'Arabie saoudite n'aura peut-être plus de pétrole. Donc, elle doit jouer aussi cette carte diplomatique plurielle, au point d'avoir aussi des relations avec les Russes. Et en février, elle a accueilli des pourparlers entre Russes et Américains sur l'Ukraine, Hasni Abidi. Se propose médiateur. L'Arabie saoudite est le premier pays arabe à avoir fait une donation pour l'Ukraine, pour la soutenir. 500 millions. Absolument. Et le premier pays qui a reçu le président ukrainien pour un discours devant le sommet arabe. La diversification, elle est très importante parce que les Saoudiens n'ont pas oublié deux choses. Première chose, sous Trump 1, justement, deux installations pétrolières d'Aramco ont été touchées par les Houthis. Les Américains n'ont pas branché, n'ont rien dit à les Houthis, qui est une menace importante pour l'Arabie saoudite. Et Trump, à l'époque, il était président. Il a dit, ils n'ont qu'à payer. S'ils veulent notre protection, ils ont payé. La deuxième avertissement, c'est l'attaque contre le Qatar. Donc, attention, les Saoudiens, ça reste des bédouins marchands, et donc ils savent très bien, il y a toujours une méfiance qui s'installe. Et le Qatar, grand intermédiaire dans les négociations. C'est pour ça qu'ils veulent diversifier ce parapluie sécuritaire. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était absolument passionnant. On a appris énormément de choses.